Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sein de laquelle on va analyser en détail la fiscalité des principaux placements bancaires et financiers. Alors, on va pas balayer tout l'éventail des classes d'actifs qui existent, on va pas parler de la fiscalité immobilière, on va pas parler des placements dans l'or ou dans les crypto-monnaies par exemple. On va surtout s'attarder sur les principaux placements bancaires et financiers. Et donc, les grandes questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo, c'est tout simplement quelle est la fiscalité pour votre épargne, globalement sur tous les placements bancaires et financiers principaux. Qu'est-ce qui a changé depuis, je dirais, l'ère Macron? Quel placement privilégier et quelle performance attendre pour chacun des placements que je vais vous présenter. Donc, je vais faire d'abord une introduction générale pour rappeler les faits et les grands changements qui sont intervenus au cours des 2-3 dernières années. Et ensuite, on va parler de 8 principaux placements. Alors, bien évidemment, on va parler des placements en actions, mais pas que. Donc, avec le gouvernement Macron, qu'est-ce qui a changé? Donc l'objectif du gouvernement d'Édouard Philippe, c'est de favoriser l'investissement dans l'économie réelle. Donc, quels sont les principaux changements? Bien, tout d'abord, on a eu l'arrivée de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé l'impôt sur la fortune, tout simplement, l'ISF. Pourquoi? Parce que l'immobilier n'est pas considéré comme un investissement productif et pas orienté vers l'économie réelle, contrairement par exemple aux valeurs mobilières qui sont orientées vers l'économie. Ensuite, il y a eu l'arrivée de la flat tax, le PFU, prélèvement forfaitaire unique, je vais en reparler par la suite. On a eu également la loi Pacte et tout récemment, on a eu la suppression de la tranche marginale d'imposition à 14% qui a été remplacée par une tranche à 11%. Donc ça concerne l'impôt sur le revenu, IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, premier élément qui a changé, donc là je vais rapidement balayer les 4 points qui sont ici. Donc l'impôt sur la fortune immobilière. Donc comme je l'ai expliqué, l'ISF a été remplacé par l'IFI. Donc finalement l'ISF a été supprimé, mais l'IFI est arrivé pour le remplacer d'une certaine manière. Donc désormais avec l'IFI, tous les revenus mobiliers n'entrent plus dans le calcul de l'impôt sur la fortune. Donc seulement le patrimoine, donc le patrimoine mobilier ne rentre plus dans le calcul, mais en revanche le patrimoine immobilier est retenu pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc pourquoi l'immobilier jugé improductif, c'est le seul patrimoine qui est donc retenu dans le calcul de l'impôt sur la fortune. Comme avant, le seuil d'imposition reste le même, c'est 1,3 million d'euros. Et il y a toujours l'abattement de 30% sur la valeur de la résidence principale, bien évidemment si elle est détenue par l'intéressé ou la personne qui est assujettie à l'ISF. Si la personne est locataire, ça ne fait pas partie de son patrimoine. La résidence principale ne compte donc pas, bien évidemment. Exception, les biens immobiliers qui sont affectés aux activités professionnelles ne sont pas inclus dans le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ça, c'est important de le noter parce que si jamais il y a des investisseurs immobiliers qui regardent la vidéo actuellement, sachez que si vous détenez vos biens, s'ils sont logés, donc s'ils ne sont pas détenus directement en nom propre et qu'ils sont détenus donc sous un régime qui permette de les loger comme dans une activité professionnelle, eh bien tous ces biens-là ne sont pas inclus dans le calcul de l'IFI. Donc dans les slides qui vont suivre, à chaque fois, je vais rapidement expliquer comment c'était avant et comment c'est désormais. Donc ici, on voit en l'occurrence que les valeurs mobilières ne rentrent plus dans le calcul et l'immobilier, lui, est le seul retenu. La flat tax. Maintenant, on va parler de la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique. Donc ça a été également un grand changement du gouvernement Philippe. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un taux, une fiscalité qui est unique, une fiscalité libératoire de l'impôt sur le revenu, puisque c'est une taxe, la flat tax, elle comprend à la fois les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu. Donc c'est un taux unique de 30%. Et cette flat tax, c'est désormais la norme pour tous les revenus mobiliers, toutes les valeurs mobilières, les actions et les obligations principalement, mais globalement pour l'ensemble des valeurs mobilières, le PFU, c'est devenu la norme. Donc avant, il y avait l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Désormais, il y a deux possibilités. Il y a le PFU
ou l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais le PFU devient la norme, c'est le mode d'imposition par défaut, et le barème progressif de l'IR, c'est le mode d'imposition sur option, c'est-à-dire que par défaut, le PFU s'applique et c'est seulement sur option du contribuable qu'il est possible d'être imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc le PFU, j'ai déjà dit, c'est un prélèvement unique qui est libératoire. Pourquoi libératoire? Puisque l'impôt sur le revenu est déjà compris dedans. Donc comment est-ce qu'on arrive à un taux unique de 30%? Tout simplement, il y a un taux unique de 12,8% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. Je précise une chose, tout ce qui est fiscalisé au PFU, à la flat tax, ça ne rentre plus dans le calcul du revenu fiscal de référence puisque l'impôt sur le revenu a déjà été acquitté dans le PFU. Donc, sont concernés par le PFU tous les revenus du capital. Donc, contrairement aux revenus du travail, les revenus du capital, ce sont les revenus issus, par exemple, des actions, des obligations, bref, tous les revenus issus d'un capital qui travaille pour soi. Donc, typiquement, ça s'applique aux dividendes, aux plus-values de cession, aussi par exemple d'actions, aux intérêts d'obligations, les intérêts obligataires, ce genre de choses. Bien évidemment, le PFU ne s'applique pas aux livrets défiscalisés comme le livret A, le LDDS, donc le livret de développement durable et solidaire, le LEP, le livret d'épargne populaire, le livret jeune, le PEE, également, ça c'est important de le noter. Et le PEA, ça aussi c'est très important de le noter puisque le plan d'épargne entreprise et le plan d'épargne en action ne sont pas concernés par le PFU. Et le PERCO également n'est pas assujetti au PFU. Donc évidemment, je vais vous reparler un peu de tous ces placements par la suite. Donc quel est le principe général? Globalement, il y a deux possibilités pour le contribuable imposé à l'impôt sur le revenu. Pour ces revenus, le contribuable peut opter soit pour le PFU, soit pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est une décision qu'il faut bien réfléchir puisque la décision, elle est globale, elle s'applique à tous les placements. Il n'est pas possible d'avoir par exemple des actions dans un compte titre dont les dividendes sont fiscalisés selon le PFU et d'avoir par exemple des valeurs, des intérêts obligataires qui sont soumis au barème progressif de l'IR. C'est une décision qui est globale et qui s'applique à tous les placements. Donc on est soit imposé, c'est pour ça que je l'ai écrit en gras, c'est tout est à l'IR ou tout est au PFU. Bien évidemment, sur cette chaîne, on parle beaucoup d'actions. Donc en ce qui concerne les revenus d'action, en l'occurrence, le PFU supprime les abattements pour durée de détention sur les plus-values d'actions. Alors, je précise une chose, tous les titres, toutes les actions qui ont été acquises après le 1er janvier 2018 n'ouvrent plus droit à abattement pour durée de détention. C'est aussi un changement qui est intervenu dans l'ère Macron, je dirais. Donc, de toute manière, ça s'applique plus si vous achetez des titres dans un compte titre ordinaire, par exemple, à partir maintenant, tout simplement. Et également, et ça en l'occurrence il faut le souligner, c'est important, le PFU supprime aussi l'abattement de 40% sur les dividendes. Je m'explique rapidement, alors tout ça, ça concerne pas le plan d'épargne en action, ni le plan d'épargne entreprise, etc. Ça concerne un compte titre ordinaire. Si on suppose que vous avez des actions dans un compte titre ordinaire, eh bien, si vous optez pour le PFU, eh bien, vous ne pourrez pas bénéficier, je dirais, de l'abattement de 40% sur les dividendes. Donc, lorsque vous optez pour le PFU, tous vos dividendes sont automatiquement fiscalisés à 30%. Si vous touchez 10 000 euros de dividendes sur une année, vous allez payer 3 000 euros d'impôt. Bien évidemment, le PFU est libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, il n'y a plus rien qui rentre dans le calcul du revenu fiscal de référence. Mais si vous optez pour l'imposition sur le revenu, eh bien, vous aurez un abattement de 40% sur vos 10 000 euros de dividendes, soit 6 000 euros qui restent après l'abattement, et ces 6 000 euros entrent dans le calcul de l'impôt sur le revenu, donc intègrent le revenu fiscal de référence, avant imposition au barème progressif de l'IR. Également, si vous avez décidé d'opter pour l'imposition sur le revenu, le barème progressif, eh bien, si vous avez acheté des actions dans un compte titre ordinaire avant le 1er janvier 2018, vous avez encore la possibilité de bénéficier d'abattements pour durée de détention. Eh bien, ça, avec le PFU, c'est pas possible.
Vous ne pourrez plus en bénéficier. Mais de toute manière, si vous avez acheté des actions dans un compte titre ordinaire après le 1er janvier 2018, les abattements n'existent plus et ne s'appliquent plus. La fiscalité est un peu plus confiscatoire avant sur ce point dans un compte titre ordinaire. Autrement dit, si vous investissez aujourd'hui dans un compte titre ordinaire et que vous achetez des actions, le PFU va tout simplement supprimer l'abattement de 40% sur les dividendes. En revanche, évidemment, tout ce qui est fiscalisé au PFU ne rentre plus dans le calcul du revenu fiscal de référence soumis à l'IR. Ça, c'est important de le noter. Petite précision, je précise que le PFU est généralement est intéressant pour tous les foyers fiscaux dont la TMI, la tranche marginale d'imposition, est supérieure ou égale à 30%. Et tous les foyers fiscaux dont la TMI est strictement inférieure à 30%, autrement dit, le contribuable imposé à 0% ou à 11% désormais, devrait probablement plutôt opter pour l'imposition au barème progressif de l'IR. Alors, la loi Pacte. La loi Pacte qui signifie Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, a été adoptée par le Parlement en 2019. Donc, encore une fois, tout ça, c'est dans l'idée d'orienter l'épargne vers l'investissement productif. Donc, l'objectif du gouvernement, c'est de permettre aux entreprises de se développer, Dans le même sens, c'est aussi pour cela que Macron avait décidé de rabaisser le taux d'IS sur les entreprises, pour le rabaisser à 25%. Il était à 33% avant. Je ne sais pas si c'est déjà en application, mais tout ça, ça va dans le même sens. L'objectif, c'est de permettre aux entreprises de se développer et d'orienter également l'épargne vers le financement des entreprises. D'où un assouplissement, comme on va en reparler par la suite, des règles concernant le plan d'épargne en action et une simplification au niveau de la fiscalité des actions dans les comptes titres ordinaires. Donc, sachez une chose, l'assurance vie, les contrats d'assurance vie, le plan d'épargne en action et l'épargne retraite, donc il y a le PERP, le PERCO, désormais il y a aussi le plan d'épargne retraite, le PER, dont je ne vais pas trop parler dans cette vidéo. Tous ces placements bénéficient de mesures d'assouplissement et on va voir ça par la suite. En ce qui concerne le PEA, les retraits désormais sont autorisés après 5 années d'étention du plan, c'est-à-dire 5 années après la date d'ouverture. Et désormais, les retraits, après 5 ans, n'entraînent plus la clôture du plan. Il est même possible d'effectuer des nouveaux versements. Et donc, tous les principaux changements apportés par la loi Pacte, la loi Finance 2018 et la loi Finance 2019, eh bien tout ça, je vais vous en parler dans les prochaines minutes, dans les prochaines slides. Donc, avant de passer aux différents placements, j'aimerais juste rappeler une chose, ou vous informer d'une chose. Désormais, la tranche marginale d'imposition à 14% est remplacée par la TMI à 11%. Donc le nouveau barème progressif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en 2020, il a introduit cette nouveauté et donc les nouvelles TMI sont donc de 0, TMI générale. Je ne parle pas des TMI supplémentaires pour les très 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 hauts revenus, mais globalement les TMI sont de 0%, 11% et non plus 14%, 30%, 41% et 45%. Je vous ai pas mis les seuils, vous pouvez les trouver très facilement sur Internet. Mais voilà pour la nouveauté. Donc maintenant, on va balayer les principaux placements bancaires et financiers que vous pouvez utiliser pour épargner et investir votre argent. Donc à chaque fois, je vais vous parler un petit peu des grands axes de chaque placement. Je vais vous parler à chaque fois des performances de ces placements et le but de tout ça, c'est de vous permettre tout simplement de mieux orienter votre épargne et de faire les bonnes décisions. Donc, on commence tout de suite. Premier volet, on parle des livrets réglementés. Donc, les livrets réglementés, ce sont les livrets A, les LDDS, les livrets d'épargne populaire, ce genre de choses. Tous ces livrets réglementés conservent leurs avantages, à savoir pas d'impôts, pas de prélèvements sociaux, donc aucune imposition à l'impôt sur le revenu et aucune taxation aux prélèvements sociaux. Je précise quand même quelque chose d'important. Tous ces livrets réglementés offrent des performances qui sont absolument ridicules, qui sont dérisoires et même négatives si on prend en compte l'inflation. Le taux du livret A, par exemple, qui était encore il y a quelques années, même il y a encore 1 an, à 0,75%, est passé à 0,50%. Autrement dit, la performance du livret A nette d'inflation est négative. Pourquoi ? Parce que l'inflation est supérieure à 0,5%
Et le taux du livret A, la performance du livret A, c'est de 0,5%. Autrement dit, vous perdez du pouvoir d'achat lorsque vous placez votre argent sur un livret A. Mais le livret A, je sais que c'est un placement d'épargne qui est privilégié par les Français, c'est normal. C'est tout à fait logique puisque c'est un placement qui est extrêmement liquide. Et on l'a vu d'ailleurs en mars et en avril 2020, les Français ont épargné massivement sur leur livret A. Ça se compte en milliards d'euros supplémentaires qui ont été ajoutés rien que sur les mois de mars et d'avril 2020. Mais sachez une chose, le livret A, c'est bien, c'est utile. Pourquoi? Parce que c'est un support d'épargne qui permet d'avoir des liquidités immédiates à court terme, mais vous ne devriez normalement vous servir du livret A seulement comme support d'épargne, de précaution à court terme. Je préconise de jamais placer plus de l'équivalent de 6 mois de budget de dépenses dans un livret A. Parce que il y a des placements qui sont beaucoup plus intéressants et donc le livret A, c'est extrêmement utile si vous avez besoin d'épargne à court terme, si vous avez potentiellement besoin de retirer de l'argent à court terme. Donc c'est bien pour avoir un matelas de sécurité financière, mais vous ne devez pas investir dans un livret A, je dirais entre guillemets investir, placer des liquidités dans un livret A jusqu'au plafond de 22 000 ou 23 000 euros. Je crois que c'est 22 900 euros. Sauf évidemment si ça correspond à 6 mois de budget de dépenses. Mais encore une fois, le livret A, c'est vraiment utile pour avoir une petite épargne de précaution, de sécurité. Et je préconise bien évidemment de placer le reste dans des placements qui sont beaucoup plus intéressants et qui, au long terme, vous permettront d'avoir beaucoup plus d'argent et qui vont largement vous couvrir des risques à court terme. Du coût d'opportunité, je dirais de ne pas placer votre argent dans un livret A, même si le coût d'opportunité, c'est plutôt en sens inverse. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on place pas dans un livret A? On le place en bourse et en immobilier. Et je précise une chose, le livret A, en réalité, c'est l'avantage du livret A quand on investit, quand on place dans un livret A, c'est parce qu'on veut de la liquidité immédiate. L'avantage du livret A, c'est de pouvoir avoir de la trésorerie de secours rapidement disponible. Mais c'est comme si vous aviez finalement le livret A, tout l'argent que vous aviez dans un livret A, à 0,5% d'intérêt près, c'est comme si c'était du cash que vous aviez tout simplement chez vous, dans un coffre ou sous votre matelas. C'est exactement la même chose. Encore une fois, l'avantage du livret A, c'est la liquidité. Maintenant, est-ce que vous avez confiance dans le système bancaire et est-ce que vous êtes prêt à laisser votre argent en banque sur un livret A pour gagner 0,5%? Est-ce que les 0,5% rémunère bien le risque de liquidité du livret A? Je ne sais pas, mais encore une fois, si vous gardez l'argent sur un livret A, considérez cet argent comme ce placement, ce support comme vraiment un moyen d'avoir un tout petit peu d'épargne de côté, mais s'il vous plaît, ne placez pas trop sur un livret A. Je sais que c'est une super solution. Il y a généralement besoin de ça pour faire face à tout simplement des imprévus à court terme, mais il y a aussi d'autres solutions. Alors évidemment, si vous n'avez pas d'or, si vous n'avez pas forcément d'actions, parce que les actions sont encore plus liquides que le livret A finalement, si vous n'avez pas des loyers ou ce genre de choses, le livret A en général, c'est relativement incontournable, on peut s'en affranchir, moi je m'en affranchis, mais ne placez pas trop sur un livret A et placez tout ce que vous pouvez, ce qui reste finalement en bourse, en immobilier et dans d'autres classes d'actifs beaucoup plus intéressantes. Maintenant, deuxième volet, les livrets bancaires qui sont cette fois-ci non réglementés. Alors quel est le principe général pour ces livrets bancaires? Tout simplement, le PFU, je l'ai déjà dit, par défaut généralement c'est le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, qui s'applique. Évidemment, le contribuable peut opter pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu sur option. Et donc, les intérêts annuels des livrets bancaires non réglementés ne sont plus soumis au barème progressif de l'IR et les prélèvements sociaux sont désormais retenus à la source. Donc, les intérêts annuels sont plus soumis à l'IR. Pourquoi? Parce que c'est le PFU qui s'applique, mais vous pouvez toujours opter pour l'impôt sur le revenu. En revanche, les prélèvements sociaux, qui, je le rappelle, en 2020, au moment où je tourne cette vidéo, sont à 17,2% tout de même, sont désormais retenus à la source. Auparavant, il y avait un acompte non libératoire de l'impôt sur le revenu de 24%, au taux de 24% qui était prélevé par la banque, donc au titre de l'IR. Cet acompte de 24%, il s'applique plus désormais, il est remplacé par le PFU, donc qui inclut les prélèvements sociaux à 30%.
Donc, l'acompte non libératoire, alors évidemment, si l'impôt dû était supérieur à l'acompte prélevé, ça ouvrait droit à un crédit d'impôt du fisc pour le contribuable. En tout cas, maintenant, la norme, le principe général, c'est que le PFU s'applique et donc l'acompte non libératoire, enfin l'acompte de 24%, on l'oublie et il est remplacé par le PFU, donc l'imposition de 30% par défaut qui inclut 12,8% de l'impôt sur le revenu libératoire et les prélèvements sociaux à 17,2%. Les intérêts soumis au PFU ne rentrent pas dans le revenu imposable à l'IR. Et ça, je l'ai écrit ici, je ne l'ai pas précisé dans les slides qui vont suivre, mais c'est toujours le même principe, puisque le PFU comprend déjà un taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8%, bien évidemment, vous n'allez pas payer 2 fois l'impôt sur le revenu. Vous n'allez pas payer à la fois le PFU, être fiscalisé au PFU sur vos revenus, et ensuite, à nouveau, devoir intégrer ces revenus au revenu fiscal de référence soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Ça paraît logique. Ensuite, l'avantage, c'est que le contribuable qui est soumis à une TMI de 30% ou plus, eh bien, il constate tout simplement une baisse de l'imposition en optant pour le PFU. Et ça, c'est général. Ça, c'est vrai pour tout, dans tous les cas. Si votre TMI est de 30% ou plus, normalement, le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax à 30%, est plus intéressante pour vous que le barème progressif de l'IR. En revanche, si vous êtes imposé à l'IR, si votre TMI est de 0%, comme c'est le cas pour la moitié des contribuables français, ou que votre TMI est de 11%, dans tous les cas, en général, opter pour l'IR est plus intéressant que d'être fiscalisé au PFU. Et je le rappelle que le PFU, c'est ce qui s'applique par défaut. Le barème progressif de l'IR, c'est sur option. Donc, évidemment, le contribuable, c'est ce que je viens de dire, peut toujours sur option opter pour l'imposition au barème de l'IR. Et je le rappelle encore une fois, c'est une option qui est globale. On peut pas être imposé pour certains placements à l'IFU et pour d'autres, au PFU, pardon, et pour d'autres au barème progressif de l'IR. Donc c'est vraiment une option globale, il faut le comprendre. Maintenant, les performances des livrets bancaires non réglementés, alors elles sont variables. Il y a beaucoup de livrets bancaires, mais elles sont rarement excellentes. Je dirais qu'elles sont même généralement relativement faibles. Alors maintenant, il y a eu beaucoup de changements il y a eu certains changements sur l'assurance vie et les contrats de capitalisation. Donc, assurance vie et contrat de capitalisation, je le rappelle, l'assurance vie, tout en étant un outil de transmission du patrimoine, c'est aussi tout bonnement un contrat de capitalisation. Donc, globalement, sur l'assurance vie, qu'est-ce qui se passe? Hormis la hausse des prélèvements sociaux, il n'y a pas eu de changement pour les montants versés avant le 27 septembre 2017. Mais il y a quand même eu des changements et on va en parler dans les instants qui suivent. Alors auparavant, le contribuable pouvait déclarer ses gains à l'impôt sur le revenu ou opter pour un prélèvement dégressif en fonction de l'âge du contrat. Donc peut-être que ça vous concerne, mais vous aviez le choix d'avoir un prélèvement qui était fixé à un taux qui était dégressif selon la durée du contrat, donc 35% si votre contrat avait moins de 4 ans, 15% si votre contrat avait moins de 8 ans et plus de 4 ans, et puis 7,5% si votre contrat avait plus de 8 ans. Évidemment, on ajoutait les prélèvements sociaux sur ces gains. Alors désormais, c'est le PFU qui s'applique comme d'habitude, c'est toujours pareil, le PFU c'est le mode d'imposition par défaut, donc le PFU s'applique à tous les gains des versements réalisés postérieurement à cette date du 27 septembre 2017. Je dis bien que c'est après cette date que ça s'applique. C'est important de le comprendre. Maintenant, pour les rachats sur contrat, donc quand on parle de rachat, on parle de retrait, ça veut dire la même chose. On parle de rachat dans le cadre de l'assurance vie. Donc, pour les rachats sur contrat de plus de 8 ans, et je rappelle que la date d'ouverture fait foi, donc 8 ans après la date d'ouverture, si vous réalisez strictement plus de 8 ans après la date d'ouverture de votre contrat, si vous réalisez des rachats, eh bien, le prélèvement forfaitaire libératoire, il reste à 7,5%, ça n'a pas changé. Et le montant net total des encours de l'assuré ne doit pas excéder 150 000 euros, et c'est 300 000 euros si vous êtes en couple et que vous avez un contrat joint. Il y a toujours l'abattement annuel de 4 600 euros sur les gains, donc ça c'est pour une personne assurée seule, un célibataire, c'est 9 600 euros, le double, bien évidemment, si vous êtes en couple. Tout ça,
tout ça c'est maintenu. Et il est toujours possible de déclarer ces gains sur option à l'impôt sur le revenu. Je le rappelle, c'est une option qui est globale. Maintenant, autre chose, donc ça c'est quelque chose de personnel dont j'aimerais vous parler. Si vous avez, alors vous savez, dans les assurances vie, il y a des contrats alors il y a plusieurs contrats, il y a les contrats en fonds euros. Ce qu'il y a de plus classique, en France, 80% des encours, même un peu plus, sont sur des fonds euros. Autrement dit, les fonds euros, ce sont tout simplement des assurances vie investies dans les obligations souveraines, majoritairement des obligations d'État français en France en l'occurrence. Le problème des fonds euros, et je vais vous mettre une fiche autour de cette vidéo, c'est que en raison de la loi Sapin 2 et de la directive BRRD et des risques de solvabilité des assureurs, eh bien, je dirais que la performance de vos placements en assurance vie en fonds euros ne couvre pas du tout les risques encourus. Pourquoi? La loi Sapin 2, et tout ça, ça va être expliqué dans une fiche que je vous mets dans la vidéo. La loi Sapin 2, c'est une loi de 2016 qui stipule, donc Sapin du ministre Michel Sapin, qui stipule que les contrats, les fonds euros des assurances vie peuvent être bloqués, peuvent être gelés en cas de crise financière. Encore faut-il définir ce qu'est une crise financière. Autrement dit, vos fonds peuvent être bloqués, donc vous pouvez pas les retirer s'ils sont bloqués. Ils sont gelés, entre guillemets. La directive BRRD, c'est une directive européenne. Donc la loi Sapin 2, ça s'applique en France. La directive européenne en Europe, enfin en Union européenne. La directive BRRD, ça indique qu'en cas de risque majeur et de crise financière, les assureurs peuvent venir ponctionner les comptes de leurs clients. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la monstruosité de la chose. C'est-à-dire que vous vous dites, vous avez une assurance vie, un contrat d'assurance vie, fonds euros. Eh bien, avec la loi Sapin 2, en cas de crise financière, vos fonds peuvent être bloqués. Mais avec la directive BRRD, vous vous dites peut-être, ok, ils sont simplement bloqués, mais en raison de la directive européenne, ils peuvent même être ponctionnés. Et en plus de ça, il y a des risques de solvabilité des assureurs. Pourquoi? Tout simplement parce que les assureurs, ils investissent pour les fonds euros principalement en dette d'État, en dette étatique, en dette souveraine. Autrement dit, en obligations d'État. Parfois un peu en bons du trésor, mais on parle plutôt d'obligations souveraines de long terme. Or, qu'est-ce qui se passe? Depuis la dernière grande crise financière des subprimes en 2008, les rendements des obligations d'État sont en décroissance continue. C'est-à-dire qu'on parle même de taux négatifs. Par exemple, l'OAT 10 ans allemand, il me semble que aujourd'hui, enfin du moins, j'ai regardé il y a quelques jours, il se négociait à des taux négatifs. Et autrement dit, les assureurs, eux, sont investis dans les obligations d'État. Donc, il y a toujours un délai en fonction des maturités des obligations. Donc, c'est-à-dire que les assureurs ont des obligations qui leur apportent un certain intérêt supérieur aux obligations actuelles, puisqu'ils ont encore des obligations qui ont été émises il y a 10 ou 15 ans, à des taux beaucoup plus intéressants que les obligations émises actuellement. Mais chaque année, les assureurs sont obligés de renouveler les obligations qui arrivent à échéance, et donc ils les renouvellent avec des obligations qui ont des rendements toujours moins intéressants, puisque les rendements des obligations de l'État suivent une tendance baissière depuis généralement, je dirais globalement, depuis une quinzaine d'années. Or, le problème, c'est que ces assureurs sont contractuellement, on parle de contrat d'assurance vie, sont contractuellement obligés de vous rémunérer l'intérêt fixé dans les clauses du contrat. Évidemment, c'est impossible. Donc aussi, petite précision, quand vous choisissez un assureur dans les fonds euros, analysez bien, même si c'est pas toujours facile à trouver comme information, analysez bien les réserves de l'assureur, parce que les réserves des assureurs ont tendance à fondre au fil des années en raison de la baisse des rendements obligataires et du fait qu'ils sont obligés contractuellement de vous rémunérer un intérêt fixé. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que il y a de plus en plus d'assureurs qui ont tendance à limiter les ouvertures de contrats pour des fonds euros et qui ont de plus en plus tendance à inciter les épargnants à s'orienter vers des contrats en unité de compte. Maintenant, ah oui, je précise, j'ai oublié de vous le dire, j'ai pas terminé ma phrase il y a quelques minutes, mais dans les assurances vie, on a des contrats en fonds euros, des contrats en unité de compte, bien évidemment, et des contrats euro-croissance qui associent à la fois les fonds euros et les unités de compte. Voilà, je le précise.
Et donc les performances des assurances-vie et contrats de capitalisation. Alors évidemment, les contrats de capitalisation, il existe une multitude, lorsqu'on s'y intéresse, on s'en rend compte, il existe une multitude de contrats possibles, des placements en tout genre, et dont des contrats de capitalisation, parfois exotiques. Je peux pas généraliser les choses, mais la plupart des contrats de capitalisation en France, enfin la plupart des encours sur contrats de capitalisation en France sont sur les assurances-vie. Donc les assurances-vie, globalement, les performances sont faibles et en décroissance pour les raisons que j'ai évoquées. Et ça, c'est pour les fonds euros. Maintenant, si vous avez des contrats d'assurance-vie libellés en unités de compte, vous avez des performances qui peuvent être faibles, mais qui peuvent être aussi moyennes, parfois quand même intéressantes à long terme. Je le précise, puisque les unités de compte sont investies dans des fonds, en général, des FCP, des fonds communs de placement, eux-mêmes investis en actions. Donc à court terme, c'est très difficile de faire un jugement crédible. Mais à long terme, évidemment, vous pouvez obtenir une meilleure performance qu'avec des fonds en euros. Bien évidemment, c'est pas ce que je recommande parce que évidemment, les contrats d'assurance vie prélèvent souvent des frais de gestion sur les unités de compte qui sont exorbitants. Donc évidemment, la performance nette de frais pour l'investisseur, elle n'est pas si intéressante que ça. Vaut mieux acheter des actions en direct. Maintenant, l'épargne logement, plan d'épargne logement, PEL et CEL, l'épargne logement, eh bien, elle est beaucoup moins intéressante qu'avant. Pourquoi? Parce qu'auparavant, elle était exonérée d'impôt sur le revenu, excepté pour les PEL, plan d'épargne logement de plus de 12 ans. Désormais, l'épargne logement, PEL et CEL, l'épargne logement est soumise au PFU. Donc le PFU comprend l'impôt sur le revenu, bien sûr. Donc il n'y a pas d'exonération d'impôt sur le revenu. Donc, évidemment, l'épargne logement était auparavant soumise aux prélèvements sociaux. Elle l'est toujours. Il n'y a aucune illusion à se faire là-dessus. Donc, désormais, tous les PEL et CEL ouverts avant le 1er janvier 2018 restent exonérés d'imposition sur le revenu. Mais ceux ouverts postérieurement à cette date sont soumis au PFU. Et donc, quel est le problème? C'est que, du coup, le PEL et CEL perd finalement son avantage. Alors, le contribuable peut toujours opter pour l'imposition au barème progressif de l'IR. Je le rappelle, c'est sur option et c'est une option qui est globale. Je le précise et je le rappelle, je sais. Et donc, il n'y a plus l'avantage de l'exonération d'impôt sur le revenu. Parce que si vous êtes au PFU, il y a 12,8% d'impôt sur le revenu forfaitairement qui sont appliqués. Et si vous optez pas pour le PFU, c'est forcément sur option et ce sera au barème progressif de l'IR. Et donc, il n'y a plus d'exonération d'impôt sur le revenu. Donc, moralité, l'épargne logement est devenue peu intéressante à mes yeux. Les performances des PEL et CEL sont généralement faibles, qui plus est. Maintenant, on va parler des revenus d'actions. Je sais que ça vous intéresse puisque sur cette chaîne, on parle d'actions, de valeurs mobilières, enfin en particulier d'actions plutôt parmi les valeurs mobilières. Donc, qu'est-ce qui a changé sur la fiscalité des revenus d'actions? Je ne vais pas faire quelque chose de très complexe. Là, on va parler des grands axes principaux. Et on va parler des revenus d'actions hors cadre du plan d'épargne en actions, hors PEA, également hors PEE. Là, globalement, on parle des principes généraux. Donc concrètement, là, on va parler de la fiscalité des actions lorsque vous détenez typiquement des actions dans un compte titre ordinaire. Donc, je vais vous parler aussi du PEA dans les slides qui suivent. Donc, les revenus d'actions, hors PEA bien sûr, hors PEE également. Donc, les revenus d'actions, qu'est-ce qu'on a? On a les dividendes d'une part. En bourse, on peut gagner avec les actions sur la plus-value et sur le revenu. Autrement dit, sur les gains de cession lorsqu'on fait le plus-value et sur les dividendes qu'on touche. Donc, les revenus, les dividendes et les plus-values, les gains de cession issus d'actions réalisés au sein de comptes titres. Donc, hors PEA, le PEA, c'est un compte titre particulier. Donc là, je pense plutôt aux CTO, les comptes titres ordinaires. Eh bien, sont par défaut soumis au PFU. Bien évidemment, on peut toujours opter pour l'imposition au barème progressif de l'IR. Donc, auparavant, les gains, donc dividendes et plus-value d'actions, étaient soumis à l'imposition sur revenu et aux prélèvements sociaux. Donc, généralement, pour les hauts revenus, enfin, plus précisément pour les tranches marginales d'imposition les plus élevées, tout simplement celles supérieures à 30%, la fiscalité des actions, enfin des gains d'actions, les dividendes, des plus-values, etc. étaient peu intéressantes dans des comptes titres ordinaires. Donc là, je parle pas du PEA. Donc avant, on avait des abattements. Donc ça, c'était les abattements, je le rappelle, c'est plus valable pour tous les titres acquis postérieurement au 1er janvier 2018.
Donc avant, on avait les abattements qui étaient progressifs sur les plus-values selon la durée de détention. Et on avait des abattements de 40% sur les dividendes. Eh bien, pour quelqu'un qui était à la tranche marginale à 45% par exemple, vous vous doutez bien que quelqu'un qui touchait des dividendes d'actions était fiscalisé à un taux confiscatoire puisque il y avait un abattement de 40% sur les dividendes. Très bien. Donc imaginez 10 000 euros de dividendes pour quelqu'un à la tranche à 45. 10 000 euros de dividendes, abattement de 40. Il reste 6 000. Ces 6 000 sont intégrés au barème progressif de l'IR. Donc les 6 000 euros sont imposés, il y a 45% de ces 6 000 euros qui partent au fisc au titre de l'impôt sur le revenu, et il y a 17,2% de ces 10 000 euros qui partent au fisc pour les prélèvements sociaux, parce que les prélèvements sociaux s'appliquent avant tout type d'abattement. Autrement dit, quelqu'un avant, et je vais parler de commencer maintenant, avant le PFU, quelqu'un à la tranche fiscalisée à la tranche à 45%, il payait 1 720 euros. Donc avant c'était 1 550, mais maintenant on prend le prélèvement social actuel. Il payait 1 720 euros sur 10 000, 1 720 euros de prélèvements sociaux et 45% de 6 000 euros d'impôt sur le revenu, ce qui faisait sûrement une imposition globale de ces revenus mobiliers supérieure à 50%. Donc, je précise une chose. Maintenant, c'est le PFU qui s'applique automatiquement, 30%. Et donc, aujourd'hui, alors je l'ai déjà dit, mais les abattements pour durée de détention, ils s'appliquent plus pour tous les titres acquis depuis le 1er janvier 2018. Donc ça, on peut oublier. En revanche, les abattements de 40% existent. L'abattement de 40% sur les dividendes existe toujours. Donc comment ça se passe lorsqu'on a des actions dans un compte titre ordinaire? Comment ça se passe sur la fiscalité? Eh bien, soit vous êtes fiscalisé au PFU, donc vous faites par exemple 10 000 euros de plus-value ou 10 000 euros de dividendes ou 10 000 euros de gains à la fois de dividendes et de plus-value. Tout ça, c'est imposé au PFU, 30%, vous payez 3 000, c'est libératoire de l'impôt sur le revenu. Maintenant, vous pouvez opter pour le barème progressif de l'IR. Donc vous avez vos 10 000 euros de dividendes, il y a un abattement de 40% qui s'applique, il reste 6 000. Ces 6 000 restants sont ajoutés au barème progressif de l'IR et vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu. Donc c'est soit le PFU, 30%, très simple, soit on opte pour l'IR et donc on applique un abattement de 40% sur les dividendes. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Et puis, je le rappelle encore une fois, l'imposition, là il manque un R bien sûr, l'option pour l'imposition au barème progressif de l'IR se fait sur option et l'option est globale. Les performances maintenant, alors elles sont très variables et là on parle pas de performance à court terme. À court terme c'est impossible de le dire. À long terme on sait que les actions globalement ça procure une performance exceptionnelle. Et donc les performances de ce type de placement potentiellement sont très élevées. Ensuite, le plan d'épargne en action. Là aussi, il y a eu des changements. Donc, le PEA, déjà, première chose, alors je sais qu'en France, la fiscalité est complexe. Alors, je vais vous apprendre peut-être quelque chose, peut-être que vous le saviez déjà, mais auparavant, la fiscalité, pour chaque contribuable qui disposait d'un plan d'épargne en action, la fiscalité était différente. Alors, vous allez me dire, comment ça se fait, puisque de toute manière, lorsqu'on a un PEA qu'on détient depuis désormais plus de 5 ans et qu'on décide de le clôturer, eh bien toute la plus-value sur la valeur liquidative, eh bien elle est imposée aux prélèvements sociaux 17,2 et c'est tout. Eh bien avant, on appliquait ce qu'on appelait le mécanisme des taux historiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait un PEA, vous savez, les prélèvements sociaux, ça fait 20 ans qu'ils n'arrêtent pas d'augmenter, ils vont continuer d'augmenter avec la crise économique qu'on va affronter. Eh bien, les prélèvements sociaux ont augmenté, CSG notamment, n'ont pas arrêté d'augmenter sur les 20 dernières années. Or, le PEA, lorsque vous détenez votre plan au-delà d'un certain nombre d'années, vous n'êtes plus assujetti à l'impôt sur le revenu lorsque vous retirez vos gains. Eh bien, avant, chaque contribuable avait son propre taux d'imposition de fiscalité du PEA qui dépendait des prélèvements sociaux applicables à la date d'acquisition des titres. Alors, je vous dis pas la complexité de tous les calculs, puisque si vous aviez un PEA ouvert en 1990, par exemple, c'est à peu près à ce moment-là qu'il a été créé, il me semble sous le gouvernement de Bérégovoy, lorsque vous aviez un PEA déjà il y a 30 ans, par exemple, et que vous aviez
tous les 3 mois acheté des nouvelles actions depuis et que chaque action a été, la plupart des actions, il y a eu chaque action a été acquise à des moments différents, ben vous aviez forcément des prélèvements sociaux différents qui étaient applicables qui étaient en vigueur lorsque vous aviez acheté vos actions. Donc vous aviez des complexités fiscales incommensurables pour déterminer votre taux global de prélèvements sociaux sur votre PEA. Ben, tout ça, l'application le mécanisme des taux historiques, on oublie. Désormais, les prélèvements sociaux, ils sont plus applicables aux dates d'acquisition de chaque titre. C'est-à-dire que si vous avez des titres acquis en 2015, eh bien, on va pas appliquer les prélèvements sociaux sur la valeur de ces titres les prélèvements sociaux de 15,5% sur la valeur sur le gain réalisé sur ces titres, par exemple. Maintenant, automatiquement, c'est les prélèvements sociaux en vigueur, donc 17,2%. Et donc ça, c'est applicable pour les plus-values réalisées après le 1er janvier 2018, mais bien évidemment, sur un PEA, la plus-value, en l'occurrence, elle s'entend de la valeur de votre PEA par rapport la valeur liquidative du PEA par rapport à tous les versements que vous avez faits. Autrement dit, la plus-value, elle est constatée que lorsque vous clôturez votre plan. Donc si vous avez un PEA, automatiquement 17,2%, tout simplement. Et donc la fiscalité, elle n'intervient que lors d'un retrait ou lors d'un rachat si on est dans le cadre d'un PEA assurance. Alors, il y a différents types de PEA. Il y a les PEA jeunes, les PEA classiques, qu'on appelle classiques, à savoir les PEA bancaires et assurances. Il y a les PEA PME, enfin PEA, PME, ETI. Il y a différents types de PEA. Eh bien, parmi les PEA classiques, on a les PEA bancaires, ce qui est globalement la norme. Quasi toutes les personnes qui ont un PEA ont un PEA bancaire, mais il y a aussi les PEA assurances. Ça concerne, je crois, quand même tout de même 200 000 personnes en France. Ce qui est quand même très peu au regard du nombre de personnes qui ont un PEA bancaire classique. Eh bien, la fiscalité dans le PEA, elle n'intervient que lors d'un retrait ou lors de ce qu'on appelle un rachat, puisqu'on parle dans le cadre d'un PEA assurance. Et donc, le fonctionnement du PEA reste inchangé. Donc, quelque chose de bien avec le PEA, c'est que la fiscalité, elle change peu et le fonctionnement change peu. Parce que lorsque vous avez des actions dans un compte titre ordinaire, vous l'aurez peut-être remarqué au cours des dernières années, mais la fiscalité a été relativement, je dirais pas lunatique, pas versatile, mais relativement labile, changeante. Donc auparavant, l'imposition dans le PEA, elle dépendait de l'âge du PEA. Donc l'âge, il s'entend quel âge a votre PEA par rapport à la date d'ouverture du compte, du plan. Donc l'imposition, elle dépendait de l'âge du PEA lors des retraits. Et donc si vous effectuiez un retrait alors que votre PEA n'avait même pas 2 ans, vous aviez 22,5% d'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux. 19% entre 2 et 5 ans, 0% après 5 ans. On ajoutait toujours les prélèvements sociaux et tout retrait avant 8 ans entraînait la clôture du PEA. Et après 8 ans, on pouvait faire des retraits partiels, mais on ne pouvait pas faire des nouveaux versements. Et bien maintenant, les règles fiscales du PEA ont subi, je dirais, un coup de pinceau, un assouplissement qui est relativement intéressant. Pourquoi ? Parce que, depuis le 1er janvier 2019, tout retrait après 5 ans n'entraîne plus la clôture du PEA. Évidemment, tout retrait avant 5 ans entraîne toujours la clôture du plan. Le PEA a été créé pour inciter les épargnants à investir au long terme dans les entreprises. Et une clôture du plan avant 5 ans entraîne par défaut l'imposition au prélèvement forfaitaire unique. Mais je précise, c'est quand même beaucoup plus avantageux que par le passé parce que, imaginez, vous aviez un PEA de moins de 5 ans, vous clôturiez avant 2 ans. 22,5% d'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux. Avec le PFU, vous avez 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, 30%. Et donc, autre nouveauté, tout retrait après 5 ans permet aux détenteurs du plan de réaliser à nouveau des versements. Alors, dans le PEA, il y a une limite, il y a un plafond de versement de 150 000 €. Évidemment, lorsque vous retirez dans un PEA de plus de 5 ans, lorsque vous décidez d'effectuer des retraits, des rachats partiels, vous reconstituez en partie votre limite, votre plafond de versement. Et donc, vous pouvez de nouveau faire des versements dans la limite de 150 000 €. L'avantage du PEA, bien évidemment, vous le connaissez, c'est que la fiscalité est très avantageuse. Parce que en bourse, vous savez, il y a quelque chose de magique, c'est ce qu'on appelle la composition des intérêts, les intérêts composés.
appelé aussi compounding interest en anglais. Là, eh bien, lorsqu'on est dans tout ce qu'on touche comme dividende, toutes les plus-values qu'on réalise dans un PEA, on peut les réinvestir dans le plan dans d'autres actions. Et il n'y a aucune fiscalité qui s'applique dans le PEA. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le PEA, les dividendes touchés, les plus-values, etc., enfin les ventes de titres qui occasionnent des plus-values, etc., tout ça, c'est hors cadre de la fiscalité. La fiscalité, elle intervient seulement lorsque vous décidez de retirer des fonds de votre PEA. Et quel est l'intérêt? C'est que là, tout ce que vous réinvestissez dans votre PEA se fait hors fiscalité. Et donc, contrairement à un compte titre ordinaire où vous avez par défaut le PFU à 30%, vous avez tous vos dividendes fiscalisés à 30% avant réinvestissement. Et vous aurez beau faire toutes les simulations du monde, il vaut mieux être imposé à 30% sur le montant global au bout de 10 ans sans avoir été imposé chaque année à 30% sur tout ce qu'on réinvestit que d'être imposé chaque année à 30% sur tout ce qu'on réinvestit. Je vais pas vous faire les simulations maintenant, mais globalement, la fiscalité sur vos gains et plus-values, enfin les dividendes, elle peut vraiment gréver la performance au long terme que vous pourriez obtenir sans l'impact fiscal, puisque la composition des intérêts, c'est les intérêts qui génèrent des intérêts. C'est la théorie de la composition des intérêts, tout simplement, vous le démontre. Alors vous pouvez faire une simulation Excel pour le comprendre. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Bon bref, je vais pas m'éterniser parce que sinon ça va encore durer une heure, donc je suis désolé d'avance. Et les performances du PEA, elles sont potentiellement très élevées. Potentiellement, parce que les actions ça comporte des risques, c'est quelque chose de volatile. Mais en revanche, là on parle surtout du court terme. Au long terme, les actions sont la classe d'actifs la plus performante. Et potentiellement, les performances sont donc très élevées. Donc ensuite, le plan d'épargne entreprise, le PEE. Donc le régime fiscal des PEE reste inchangé. Les PEE ne sont pas concernés par le PFU, mais sont tout de même soumis aux prélèvements sociaux. Et je dirais que c'est la grande différence avec le PEA, puisque, alors, je vais vous expliquer. Tout comme auparavant, tout retrait d'avoir, enfin de fonds, de liquidité, au terme du délai de blocage de 5 ans, donc idem, le PEE, on investit dans des placements que nous propose son entreprise. Si l'entreprise ouvre droit, offre la possibilité aux salariés d'ouvrir un PEE. Lorsqu'on investit dans un PEE, les fonds sont bloqués 5 ans, comme pour le PEA, sauf cas de déblocage anticipé, licenciement, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Eh bien, tous les retraits au-delà de 5 ans, ils restent exonérés d'impôt sur le revenu, à la fois sur les revenus et plus-values, globalement c'est un peu comme dans le PEA, mais les prélèvements sociaux s'appliquent toujours. Et donc, ça c'est comme dans le PEA, mais je précise quand même, en ce sens le PEA est plus intéressant que le PEE. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, dans le PEE, tous les ans, si vous touchez des dividendes ou que vous réalisez des gains, ils sont soumis aux prélèvements sociaux. Donc, certes, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu tant que tous les fonds restent dans le PEE, mais chaque année, vous avez les prélèvements sociaux qui viennent impacter les revenus que vous touchez finalement dans votre PEE. Et ça, c'est pas le cas dans un PEA. Et dans le PEE, c'est le cas. Donc, c'est un problème. Donc, désormais, à l'instar du PEA, l'application du mécanisme des taux historiques ne s'applique plus non plus. Je ne sais pas si c'est bien parce que ceux qui ont un PEE ou un PEA ouvert en l'an 2000 ou il y a déjà très longtemps vont probablement me crier dessus puisqu'ils vont y perdre. Mais par contre, ça simplifie énormément les choses. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on pourrait se dire, ok, investissons dans un PEE et pas dans un PEA? Eh bien, l'avantage du PEE, c'est que vous avez des abondements de l'entreprise. Également, l'entreprise, vous pouvez demander à l'entreprise de verser l'éventuel intéressement, la participation, tout ça dans le PEE et vous pouvez également faire des versements libres dans votre PEE. Mais en fait, l'avantage considérable, c'est que l'entreprise peut abonder votre PEE en liquidité. C'est-à-dire que vous pouvez placer des sommes dans votre PEE et l'entreprise viendra en placer en plus également. Donc évidemment, c'est comme si une tierce partie venait vous alimenter votre plan avec de l'argent. Donc c'est tout simplement très intéressant sur ce point de vue-là. Alors, les performances dans les PE sont très variables, mais elles peuvent potentiellement être élevées, notamment du fait que il y a des abondements de l'entreprise. Donc l'entreprise vous donne de l'argent que vous placez qui travaille pour vous. Mais elles sont variables. Pourquoi? Parce que ça dépend des entreprises desquelles vous êtes salarié. Je m'explique.
Si vous êtes les entreprises qui proposent des PEE proposent parfois d'acquérir via les PEE des actions de leur entreprise. Par exemple, les salariés de l'entreprise du groupe Total peuvent acheter via leur PEE des actions Total, ce qui est quand même intéressant puisque l'entreprise donne également des abondements. Et quand les entreprises qui proposent aux salariés des PEE, elles n'offrent pas toujours la possibilité d'acheter les actions d'entreprise, mais elles offrent souvent, quoi qu'il en soit, la possibilité d'investir dans des fonds. Par exemple, des FCPE, des fonds communs de placement entreprise, etc. Ou tout simplement des OPCVM classiques. Or, souvent, ces OPCVM, enfin ces OPC même, généralement, il peut y avoir des SICAV également. Les organismes de placement collectif proposés sont peu intéressants. Et souvent, pour moi, le PE est intéressant lorsque l'entreprise permet d'acheter des actions de l'entreprise, tout simplement. Et lorsque l'entreprise au sein de laquelle vous travaillez est une très belle entreprise comme Hermès, LVMH, L'Oréal et j'en passe. Donc, si vous êtes salarié de Renault, même si vous avez la possibilité d'ouvrir un PEE et d'avoir des abondements qui vous permettraient d'acheter les actions Renault, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions. Peut-être qu'il est plus intéressant d'investir dans un PEA et d'acheter les actions Hermès, par exemple. En revanche, si vous travaillez chez Hermès et que vous avez la possibilité d'acquérir des actions Hermès dans votre PEE, bien évidemment, il faut foncer et pas réfléchir. En l'occurrence, je suis désolé, il faut pas se poser de questions. Donc les performances, comme je le dis, elles peuvent être variables et potentiellement élevées. Enfin, l'épargne retraite. Donc, alors le PE, c'est une forme d'épargne retraite aussi. C'est une forme d'épargne, du moins pour la retraite. Maintenant, on va parler du PERCO. Donc, je vais pas trop détailler l'épargne retraite parce que c'est pas quelque chose qui est très intéressant selon moi et qui offre vraiment un réel intérêt pour l'épargnant. Donc le PERCO, c'est le plan d'épargne pour la retraite collectif. Le régime fiscal du PERCO reste inchangé. Alors je précise une chose, maintenant il y a le PER, le plan d'épargne retraite qui a tendance à supplanter le PERCO. Ce dernier va peut-être tomber un peu en désuétude, mais en tout cas, le régime fiscal du PERCO, il reste quasiment inchangé, puisque avant la sortie du PERCO, alors qu'il s'agisse d'un cas de déblocage anticipé ou d'un départ à la retraite, parce que normalement le PERCO, les sommes sont bloquées jusqu'à la retraite. Bien, la sortie du PERCO, elle pouvait être réalisée sous forme de capital, on vous rend votre capital, ou la sortie pouvait être réalisée sous forme de rente viagère. Et bien maintenant, c'est exactement la même chose, mais je le précise pour que vous puissiez comprendre quand même de quoi on parle, parce que c'est pas forcément toujours très connu. Alors, si vous sortez de votre plan, votre PERCO, sous forme de rente viagère, vous êtes soumis à l'imposition sur le revenu pour une fraction forfaitaire du montant, donc 70% si vous avez moins de 50 ans, etc. Et 30% si vous avez plus de 69 ans, tout simplement. Et si vous réalisez la sortie sous forme de capital, c'est exonéré d'impôt sur le revenu. Donc c'est quand même relativement intéressant, mais en réalité, le PERCO offre des performances un peu intéressantes. Et donc, que vous sortiez du plan du PERCO sous forme de capital ou de rente viagère, les sommes sont, quoi qu'il en soit, soumises aux prélèvements sociaux. Je précise une chose, en général, une sortie en rente viagère, pour moi, ça annihile votre capital. Vous perdez votre pouvoir sur votre capital, puisque on le prend et on vous l'administre par petites doses. Donc vous perdez le contrôle de votre épargne finalement. Donc je vous recommanderais toujours d'éviter des sorties sous forme de rente viagère. Alors évidemment, il y a un cas particulier, c'est l'immobilier. Si vous êtes veuf ou tout simplement que vous n'avez pas d'héritier, que vous êtes une personne âgée, vous pouvez tout simplement décider de vendre votre bien en viager. Donc comme ça, vous avez des rentes viagères. Mais c'est un cas particulier puisque dans tous les cas, vous allez mourir. Enfin, je suis désolé de vous le dire, mais je veux dire, soit vous vendez votre bien immobilier et il faut de nouveau en louer un autre ou en acheter un autre, soit vous gardez votre bien et vous sortez en rente viagère et donc vous avez une rente supplémentaire à une potentielle retraite tous les mois. Et donc, mais au-delà de cela, je recommande toujours d'éviter la sortie en rente viagère puisque ça annihile votre capital, vous perdez votre pouvoir sur votre propre épargne, en l'occurrence sur une épargne de très long terme accumulée jusqu'à la retraite dans le cadre du PERCO.
Donc bref, il y a peu de changements sur le PERCO. Le même régime fiscal s'applique et le PERCO n'est pas sujet au PFU. Donc il n'y a pas de prélèvement forfaitaire unique pour le PFU, mais il est toujours assujetti aux prélèvements sociaux. Alors je précise une chose, les performances du PERCO sont quand même très peu intéressantes, c'est des performances relativement faibles en général. Et moi, je vous recommande pas forcément d'ouvrir un PERCO. Précision importante, lorsque vous êtes salarié, il y a des entreprises qui proposent soit d'ouvrir un PEE, soit d'ouvrir un PERCO. Alors, en général, le PEE est quand même plus intéressant que le PERCO, je tiens à vous le préciser. A fortiori, si vous avez la possibilité d'acheter des actions de votre entreprise et que votre entreprise est une très belle entreprise cotée en bourse comme LVMH, Hermès, L'Oréal et j'en passe. Donc voilà, maintenant on va faire un récap de tout ce que j'ai dit pour savoir globalement comment vous pourriez orienter votre épargne. Alors au-delà des généralités qu'on a déjà souvent entendues, comme le fait que plus on est âgé, moins on doit placer son épargne sur les actifs potentiellement risqués, etc. Eh bien, je vais vous donner quelques conclusions à tirer de tout ce que je vous ai dit. Déjà, le livret A, il doit être utilisé seulement dans l'objectif de détenir une épargne de sécurité et une épargne qui correspond à l'équivalent de quelques mois de besoin, de budget en fait, tout simplement. Si, par exemple, vous avez besoin, si vos dépenses sont de 1 500 € par mois, maximum, mettez 9 000 € dans votre livret A, c'est-à-dire l'équivalent de 6 mois d'épargne de sécurité. On peut appeler ça 6 mois d'esprit tranquille, mais globalement, ne mettez pas 22 000 € à moins que vous ayez besoin d'énormément d'argent tous les mois pour subvenir à vos besoins. Mais le livret A, il doit être utilisé dans l'objectif de détenir l'équivalent de quelques mois d'épargne de sécurité. Alors, le livret A, c'est pas terrible. Ça offre des performances assez ridicules. Bien souvent, c'est nécessaire. Si les gens ont des livrets A, c'est parce que c'est le meilleur moyen, je dirais, pour avoir une épargne de sécurité. Mais il y a d'autres solutions. Mais encore une fois, ces solutions, elles viennent pas tout de suite. C'est-à-dire que si vous avez des loyers récurrents, les loyers sont assez peu volatiles par rapport au marché immobilier en lui-même. Si vous avez des loyers récurrents, si vous avez des dividendes d'actions récurrents, si vous avez un patrimoine mobilier conséquent et investi dans des valeurs défensives, si vous avez de l'or, si vous avez des crypto-monnaies, si vous avez autrement dit énormément de classes d'actifs différentes, vous n'avez pas forcément besoin de livret A parce que vous savez que vous pouvez toujours liquider une partie de vos actifs et il y a toujours des actifs qui s'en sortent bien en cas de crise pour assurer votre sécurité. Par exemple, je sais qu'en cas de crise financière ou bancaire, l'or se porte très bien si vous avez de l'or. Alors je déconseille l'or papier, je parle vraiment de l'or physique en lui-même. Bien, vous pouvez vendre de l'or. Alors c'est moins liquide peut-être que le livret A, que les fonds livret A, mais vous pouvez toujours trouver un moyen de vous affranchir du livret A. Alors l'or, je précise, c'est un moyen de conserver de la valeur. Encore une fois, c'est pas avec ça que vous deviendrez très très riche. L'or se valorise parce que les monnaies sont dévaluées par le biais du quantitative easing des banques centrales. Maintenant, les fonds euros, comprenez une chose, les contrats d'assurance vie en fonds euros, ils vont devenir de moins en moins intéressants. Tout simplement en raison de la baisse des rendements obligataires et il est fort peu probable que les rendements obligataires viennent à monter et que les taux d'intérêt des banques centrales, par exemple la BCE, remontent en raison de la crise qu'on va traverser, crise économique qu'on va traverser. Donc les fonds euros auront un rendement décroissant durant les prochaines années au fur et à mesure que les anciennes obligations arrivent à maturité, vont arriver à maturité et vont être renouvelés. Et aussi, les fonds euros, ils sont pas très utiles finalement si vous avez déjà un livret A par exemple. Puisque vous avez déjà votre épargne de sécurité, les fonds euros, ils peuvent être utiles dans le cas d'un apport pour un projet immobilier par exemple. Si vous achetez si vous décidez d'investir dans l'immobilier pour des montants de plusieurs centaines de milliers d'euros, il y a fort à parier que votre banquier vous dise que même si vous avez un livret A au plafond, vous n'aviez pas assez pour faire un apport. Mais encore une fois, il n'est pas toujours nécessaire de faire un apport, et c'est ça la magie de l'investissement immobilier en France. Contrairement aux États-Unis où il y a un apport, il me semble, à peu près de 30% qui est toujours requis, en France, on peut investir, il est possible d'investir dans l'immobilier sans apport. Ensuite, et c'est particulièrement intéressant pour l'immobilier locatif, vous l'aurez compris. Donc les fonds euros, ils auront un rendement décroissant durant les prochaines années. Si vous avez déjà un patrimoine diversifié dans plusieurs classes d'actifs et que vous n'avez pas forcément la nécessité d'avoir de liquidité pour un éventuel apport,
eh bien les fonds euros, ils sont plus utiles, clairement. Et si vous voulez investir dans l'immobilier, il y a certaines banques, mais il y a certaines banques qui proposent le prêt Lombard. Alors, je vais pas tout vous expliquer, vous allez vous renseigner sur Internet si ça vous intéresse. Mais le prêt Lombard, ça permet d'investir dans un actif en nantissant, donc en faisant le nantissement d'un autre actif. Par exemple, si vous avez 300 000 euros d'actions, tout dépend bien sûr de type d'action, etc. C'est au cas par cas, mais 300 000 euros d'actions, vous pouvez nantir ces valeurs mobilières, en l'occurrence, pour emprunter, pour investir, par exemple dans l'immobilier. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que lorsque vous nantissez, là on parle de nantissement, donc c'est même pas des actions que vous devez vendre. Vous nantissez vos actions, donc vous les conservez, elles sont simplement nanties, pour emprunter. Donc vous servez finalement de garantie, enfin vous servez de vos actions qui sont performantes comme garantie pour emprunter encore plus. Bref, le prêt Lombard, c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, l'épargne logement, PEL, CEL, elle présente plus vraiment d'intérêt significatif, c'est plus très intéressant, très franchement. Le PEA, bien évidemment, il reste à privilégier pour investir en bourse. La fiscalité, elle reste en plus relativement stable, contrairement au compte titre ordinaire. L'investissement en bourse, il faut comprendre qu'il a été facilité via l'assouplissement des règles du PEA et via la mise en place du prélèvement forfaitaire unique. Retenez aussi que le prélèvement forfaitaire unique, c'est le mode d'imposition par défaut. L'imposition au barème progressif de l'IR, elle se fait sur option du contribuable. Ensuite, le PEE, il est intéressant, mais seulement dans certains cas. Si vous avez un PEE, si vous êtes salarié du groupe LVMH et que vous avez un PEE au sein du groupe qui vous permet d'acheter des actions LVMH, foncez, parce que les actions LVMH sont très performantes et en plus, l'entreprise vous fait des abondements. Et ensuite, l'épargne retraite via Perco, entre autres, elle a peu d'intérêt. Alors, l'épargne, le PER, j'en ai pas parlé, il y a le plan d'épargne retraite aussi également. Le PER, il est peut-être un peu plus intéressant que le Perco, mais pas tant que ça non plus. Pour moi, il y a quelque chose de fondamental. En raison du système par répartition en France, alors évidemment, on parle de la retraite à points, etc., qui selon moi, alors les avis divers, j'en ai pas là pour débattre non plus, mais selon moi, le système à points est beaucoup plus juste pour l'ensemble des personnes, tout simplement l'ensemble des actifs cotisants. Mais en raison du moins du système par répartition actuel et de la démographie, les retraites vont diminuer au fur et à mesure des années, c'est évident. Même si elles augmentent un peu au fur et à mesure des années, elles augmentent moins vite que l'inflation. Et évidemment, le régime des retraites par répartition actuel, il est insoutenable. Je peux vous le confirmer. Et d'ailleurs, je mettrai une fiche autour de cette vidéo pour vous expliquer tout ça. Fiche sur une vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet sur la retraite. Et donc, pour moi, il est nécessaire, il est même primordial de créer sa propre retraite. Et en l'occurrence, comment on peut le faire? Eh bien, grâce à un PEA, entre autres. Et le PEA est beaucoup plus judicieux que le PERCO, par exemple, pour créer sa propre retraite. Et aussi également, moi, je parle pas beaucoup d'immobilier dans cette chaîne YouTube, mais ça arrivera dans les années à venir. Mais l'immobilier, sachez que en France, sur le dernier siècle, l'immobilier, ça a été la deuxième classe d'actifs la plus performante. Après, bien évidemment, les actions. Mais en revanche, l'immobilier présente un intérêt considérable, c'est qu'on peut profiter de l'effet de levier. Il est possible d'emprunter pour investir dans l'immobilier. Par exemple, vous empruntez 100 000 euros à la banque pour acheter un bien qui 100 000 euros, frais de notaire inclus, etc. Et vous avez des loyers qui tombent tous les mois. Idéalement, vous arrangez pour avoir la durée du crédit la plus longue possible, quitte à payer plus d'intérêt, de telle sorte que les loyers mensuels soient supérieurs aux mensualités de crédit. Et donc, vous mettez pas un centime de votre poche dans l'opération. À la fin du crédit, évidemment, vous avez un bien qui vous appartient, donc net de dette, et vous n'avez pas mis un centime de votre poche dans l'opération. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est possible en immobilier, c'est ce qui permet en plus de réitérer les opérations, d'enchaîner les investissements immobiliers locatifs, puisqu'à chaque fois, on reconstitue sa capacité d'épargne. Et c'est extrêmement intéressant. Moi, c'est quelque chose que je vais faire, bien évidemment. En bourse, malheureusement, on peut pas alors, on peut profiter d'effets de levier en tradant, en spéculant, mais il est impossible d'aller voir son banquier et dire « Bon, écoutez, bonjour monsieur le banquier, je voudrais emprunter 100 000 euros pour acheter des actions. » Alors, et je vous rembourserai dans 10 ans. Alors, même si vous... Alors, en théorie, ça serait génial parce que, imaginez, vous achetez 100 000 euros d'actions aujourd'hui à 10% par an. Si vous devez rembourser, même s'il s'agit d'un prêt in fine
qu'il s'agisse d'un prêt infini ou même d'un prêt, par exemple un prêt à taux fixe, ce qui est quand même génial en France. Si vous devez rembourser 2% tous les ans, mais globalement, vous savez que si vos actions prennent 10% tous les ans, même si vous revendez une partie de vos actions pour rembourser à chaque fois le prêt, vous êtes sûr que globalement, vous allez être gagnant dans l'opération. Et puisque vous n'auriez pas mis un centime de votre poche dans l'opération, eh bien, la performance sera extrêmement importante, théoriquement infinie. En tout cas, la performance sur fonds propres. Bref, je vais pas m'éterniser davantage. En tout cas, si vous voulez avoir un patrimoine, je dirais relativement stable et intéressant, ne mettez pas trop sur un livret A. Conclusion, privilégiez le PEA. Dans le PEA, si vous êtes peu expérimenté, achetez des ETF, des trackers. Si vous avez un peu plus d'expérience, éventuellement acheter des grandes capitalisations boursières ou certaines actions de croissance. Et pensez également à d'autres actifs, tout simplement, comme l'immobilier. L'immobilier, c'est quelque chose de génial puisque on peut acheter de l'immobilier grâce au levier bancaire et on peut enchaîner les biens. Alors même si c'est beaucoup de travail, l'immobilier, c'est des travaux, c'est du suivi, c'est des visites, c'est de la négociation. Il faut visiter 10, 15, 20 biens avant de trouver le bon vendeur, etc. Enfin, j'en passe. Mais au long terme, finalement, ce que vous allez toucher comme loyer par rapport au temps global investi pour acquérir le bien, ça va être extrêmement intéressant. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.